Bonjour tout le monde. L'occasion m'a été donnée de me mettre à cette place. Merci pour les organisateurs de m'associer à leur congrès, dont nous sommes des fidèles. Je me souviens du congrès de Dakhla. Mohamed ici présent. Et sans tarder, je vais introduire le professeur Swalha pour nous parler de l'innovation majeure dans l'asthme sévère. C'est AstraZeneca qui sponsorise ce symposium. Merci à vous, professeur Swalha. Merci. Merci, docteur Raïs Swalhi. Même que c'est écrit là. Ah oui. Toutes mes excuses, professeur Swalhi. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, avant de commencer, je tiens à féliciter les organisateurs pour le succès de leur congrès méditerranéen des troubles respiratoires du sommeil. Et je remercie aussi les laboratoires AstraZeneca pour leur implication dans la prise en charge, dans la formation continue. Alors, je vais traiter l'état des lieux de l'asthme sévère. Alors, l'asthme sévère, il est défini par un asthme qui nécessite une grande charge thérapeutique à base de corticothérapie inhalée et ou le recours aux corticoïdes oraux pour que l'asthme soit contrôlé, ou bien il demeure incontrôlé malgré l'utilisation de ces traitements. Alors, tout en sachant que le non-contrôle de l'asthme, il est défini par soit un des signes suivants, soit que le patient il présente toujours des symptômes, il a un mauvais contrôle des symptômes qu'on va mettre en évidence par le questionnaire de l'ACT, soit il va faire des exacerbations sévères qui vont nécessiter l'utilisation de corticothérapie orale, soit des exacerbations sévères qui vont nécessiter l'hospitalisation, ou bien simplement parce qu'il a un TVO avec un VMS inférieur à 80%. Or, ce qui a été constaté, que l'asthme sévère est associé à la prescription répétée des corticothérapies orales. Et comme vous pouvez le constater dans cette étude française, on voit que 60% des asthmes sévères, ils prennent des cures de corticothérapie en moyenne de 3 cures par année. Il y en a même qui prenaient plus de 10 cures par année. Et on sait que maintenant que ces cures répétées, ils vont exposer à des sur-risques de complications aussi bien aiguës que chroniques, type d'infection, atteinte gastro-intestinale, il peut perforer un ulcère ou même provoquer un ulcère, des complications sur le diabète, atteinte cardiovasculaire, et le risque de cette morbidité et les doses dépendantes liées aux corticoïdes stéroïdiens. Donc, plus on va prendre des cures de corticoïdes, plus cette morbidité elle est élevée chez ces patients-là. Et à côté de cette morbidité, il y a aussi la mortalité qui est élevée chez ces patients-là. Donc, on a ici l'étude, on a le registre Chronicle qui regroupe tous les patients qui ont un asthme sévère sous biothérapie. Donc là, on voit, en comparant les patients sous biothérapie par rapport aux patients qui prenaient la corticothérapie orale, on voit que la mortalité est plus élevée que chez les patients qui sont sous biothérapie, et cette mortalité, elle est surtout due à l'atteinte cardiovasculaire. Et donc, il était crucial de sevrer ces patients de la corticothérapie orale si on veut réduire le risque de décès, réduire le risque de morbidité et de mortalité. Donc, il fallait trouver une autre solution pour ces patients-là, d'où la biothérapie qui a marqué vraiment, c'était une nouvelle ère thérapeutique, c'était un nouvel tournant déterminant dans la prise en charge de l'asthme sévère. Donc ça a commencé il y a 21 ans par l'omalizumab en 2005, et puis tout au long de ces dernières années, on a vu les anti-L5, l'apparition des anti-L5, puis les anti-EL4, et puis finalement le dernier né, c'est l'anti-TSLP, et on avait aussi un guide de GINA pour la prise en charge de l'asthme sévère. Alors ces biothérapies, quand est-ce qu'on va les prescrire? Bien sûr, il faut poser le diagnostic de l'asthme sévère
Et pour poser de l'asthme sévère, il faut de la patience, il faut minimum 3 à 6 mois pour bilanter un asthme qui est non contrôlé, un asthme difficile à traiter. Donc on aura le temps de voir cet asthme, est-ce que c'est bien un asthme ou bien, donc on va éliminer les diagnostics différentiels et on va voir est-ce que le patient il est observant, corriger son observance, la technique d'utilisation, on va chercher les facteurs de risque et les comorbidités qui peuvent être un obstacle au contrôle de l'asthme et en prenant en charge toutes ces données, on va avoir, alors on peut retenir l'asthme sévère et c'est vraiment une petite population, c'est 3,6% de tous les asthmatiques. Alors, une fois qu'on a confirmé l'asthme sévère, il faut le phénotyper parce que l'asthme, c'est une maladie qui est hétérogène. Donc, on doit chercher les marqueurs de l'inflammation type D2. Donc, on doit faire les tests cutanés qui devaient être positifs aux pneumoallergènes perannuels et ou sinon les IgE spécifiques aux pneumoallergènes perannuels, le taux des éosinophiles sanguins ou bien l'or bronchique au niveau de l'expectoration induite et le dosage de fractions expirées au monoxyde d'azote. Alors, ces patients, ils sont sous corticoïdes et ces corticoïdes oraux, ils peuvent masquer, diminuer les éosinophiles et le phéno. Donc, d'où intérêt de les répéter minimum 3 fois après avoir soit réduit la corticothérapie orale ou bien après l'arrêt de la corticothérapie orale. Alors, ce phénotype, pourquoi ? C'est surtout pour classer, on va positionner l'asthme sévère dans un couloir inflammatoire. Soit c'est un asthme T2 inflammatoire, c'est-à-dire soit c'est un asthme allergique non éosinophilique, ou bien un asthme non allergique éosinophilique, ou bien un asthme non T2 non allergique non éosinophilique. Une fois qu'on a positionné cet asthme, donc on va discuter de l'éligibilité des biothérapies selon le phénotype. Donc, pour les différentes biothérapies dont on dispose, on a les anti-IgE, ils sont indiqués dans l'asthme sévère allergique avec une preuve d'une sensibilisation allergique pérannuelle et on va le donner selon le poids et le taux des IgE total. Il y a les anti-L5, antirécepteurs L5 aussi, c'est surtout pour l'asthme sévère éosinophilique exacerbateur. Et là, on donne une injection par mois. Il y a les anti-L4 qui sont indiqués aussi à chaque fois qu'on a un asthme sévère éosinophilique et où il y a le phéno qui est supérieur à 20 BPP. Et là aussi, le traitement, ça dépend de l'âge et du poids. Et enfin, le dernier né, c'est l'anti-TSLP qui est donné dans l'indication, c'est l'asthme sévère tout court et il est donné à raison d'une injection par mois. Alors, j'ai mis ici le coût de traitement et généralement, si on veut comparer, en moyenne, ça s'égale, c'est vers les 1 000 € par mois. Une fois qu'on a démarré cette biothérapie, on va suivre, évaluer le traitement, est-ce qu'il est efficace ou non. Donc, on va l'évaluer à 4 mois. On va évaluer, surtout, on va voir est-ce qu'on a arrivé à contrôler les symptômes par le questionnaire de l'asthma control test, l'ACT. On va voir la qualité de vie, est-ce qu'on a une amélioration, est-ce qu'on est arrivé à diminuer les exacerbations, est-ce qu'on a pu diminuer la corticothérapie orale, voire même la sevrer. Alors, ce qui est indiqué, c'est qu'au bout de 4 mois, aucun résultat, il faut arrêter. Si par contre on a un résultat intermédiaire, on a une petite amélioration là dans la qualité de vie, mais les exacerbations persistent, donc on a une réponse intermédiaire, ce qui est recommandé, c'est continuer pendant 1 an, puis rediscuter et voir est-ce qu'on va switcher à une autre biothérapie ou continuer. Alors, par contre, si on a une bonne réponse, là, ce qui est indiqué, c'est de continuer le traitement, la biothérapie. Alors, quelle durée quand ça marche? On n'a pas malheureusement de recommandation. Donc, on dit on peut arrêter possiblement si on maintient le contrôle prolongé du contrôle, pas d'exacerbation, fonction respiratoire préservée, et le patient, il doit être toujours sous traitement inhalé, doit bien être observant avec un contrôle de l'environnement. Généralement, c'est 3 à 4 ans. Parfois, on peut avoir une reprise possible. Donc, après avoir fait le tour de la question sur comment poser quoi l'asthme sévère,
poser le diagnostic, quelle biothérapie utiliser. J'aimerais partager avec vous notre expérience du centre de référence de l'asthme sévère. Donc, ce centre, il a été créé lorsqu'on a eu la première biothérapie en 2021 sur le marché marocain. Donc, on recrutait les patients au service de l'hôpital du jour. Donc, on est 4 médecins avec 4 infirmiers. L'équipement de plétismographe, spiromètre, 2 appareils de phéno, gazométrie, on a des batteries d'allergènes. Et donc, l'activité, c'est qu'on prenait en charge ces asthmes difficiles à traiter, on les évaluait, on posait le diagnostic. Est-ce que c'est un asthme ou c'est pas un asthme? On confirme, on phénotype, on le présente toujours, on fait une réunion de concertation d'asthme pour discuter ce que le patient est éligible ou non. Et puis, on fait l'administration, on a un personnel paramédical qui est bien rodé pour la préparation du produit, avec l'administration et surveillance et bien sûr l'éducation thérapeutique, parce que parfois quand on avait une amélioration, le patient il arrêtait son traitement de fond, donc il fallait bien faire une éducation thérapeutique tout au long. Donc, on a vu au total 526 patients. L'asthme difficile représente le 1/3 et l'asthme sévère, c'est 6,2%, un peu plus que ce qu'il y a dans la littérature, mais c'est parce que notre centre il est connu, donc on reçoit ces patients de Rabat et région. Alors, ce qu'on a fait, donc, toujours, est-ce que c'est un asthme? Éliminer le diagnostic différentiel. Et là, on a eu parmi ces patients 31 de cas qui n'étaient pas un asthme sévère. Donc, on avait surtout le Sjogren-Strauss, les ABPA, les pneumopathies d'hypersensibilité, des bronchiolites constructives. Donc, on corrigeait l'observance, prise en charge des comorbidités. Et donc, on a jusqu'à présent 33 cas d'asthme sévère. Donc, pour le phénotypage de ces patients, donc, on a type T2 inflammatoire, c'est les 2/3, non inflammatoire, non allergique, non éosinophilique, c'est le 1/3. Et parmi les patients T2 inflammatoires, il y avait une prédominance des patients qui étaient allergiques. Alors, notre population est composée majoritairement de femmes. Comme c'est décrit dans la littérature, il y a plus de femmes que d'hommes. L'âge moyen, c'est 50 ans plus ou moins 15 ans, avec une prédominance des patients entre 40 et 59 ans. L'asthme, il a débuté surtout à l'âge adulte. Chez ces patients-là, c'est surtout, il y a une forte proportion des patients qui avaient débuté, qui avaient vu leur asthme débuter à partir de 18 ans. Alors, les comorbidités, on avait beaucoup de comorbidités, c'était dominé par l'atteinte ORL, soit des rhinites, soit des polyposes nasosinusiennes, suivi de RGO. Il y avait aussi l'obésité, les allergies médicamenteuses, alimentaires, les syndromes d'apnée de sommeil. Alors, ces patients, ils étaient très symptomatiques. Les deux groupes, il avait le score ACT qui ne dépassait pas 10. Généralement, il doit être supérieur à 20. Et c'était des exacerbateurs fréquents, surtout dans le groupe non éosinophilique, non allergique, où on avait plus de 8 exacerbations par année. Sur le plan fonctionnel, donc les 32 patients avaient un TVO qui était réversible, mais on avait une seule patiente qui était déjà au stade d'insuffisance respiratoire chronique et son TVO il était irréversible, mais en cherchant dans ces spirométries antérieures, on avait trouvé un TVO qui était réversible. Alors, tous nos patients, ils étaient sous association fortement dosée corticothérapie inhalée plus là-bas. Il y avait d'autres patients, en même temps, il y avait association des antileucotriens LAMA, théophiline ou bien théophiline antileucotrienne ou bien les antileucotriennes associées au LABA corticothérapie inhalée. Concernant la corticothérapie orale, on avait plus que la moitié, 57% des patients qui ont reçu plus de 4 cures de corticothérapie par année. Donc, systématiquement, chez ces patients-là, on prenait leur tension en cas de doute, donc on leur demandait un holter tensionnel, on cherchait la glycémie à jeun, cortisolémie de 8 heures, c'était systématique, avec l'ostéodensitométrie. Et là, 58% de nos patients, on a découvert qu'il avait aussi bien l'ostéoporose que l'insuffisance surrénalienne.
on avait 12% qui n'avaient que l'ostéoporose, le diabète aussi était présent, l'HTA aussi cortico-induite était présente chez 12 patients, 2 patientes seulement qui n'avaient aucune complication de la corticothérapie. Donc, comme on disposait des anti-IgE, donc on a démarré le traitement anti-IgE chez ces patients-là. Dans 84% de ces patients, on a une bonne évolution clinique, une amélioration des symptômes dès le 4e mois, l'augmentation de l'ACT, le score qui est maintenant à 23 versus 7,6. Ils font plus d'exacerbations de temps en temps lors d'une infection virale. Ils font une petite exacerbation qui ne nécessite pas de corticothérapie orale. C'est surtout, ça régresse sous bêta-2. Et leur phéno actuel, on voit qu'il est inférieur à 20, on a 10, 15. Généralement, on n'a plus d'inflammation bronchique. Mais malheureusement, chez 3 patientes, on est en échec thérapeutique chez ces patientes-là. Elles continuent d'avoir des exacerbations. Elles sont tout le temps hospitalisées au service pour ces exacerbations d'asthme, leur exacerbation d'asthme. Alors là, on est devant vraiment un problème. On a des asthmes sévères. 58% de nos asthmes sévères, on est vraiment en impasse thérapeutique. On était en impasse jusqu'à présent. Donc, on a les 16% qui ont un asthme sévère allergique, qui sont en échec thérapeutique. On a les 9% des asthmes éosinophiliques non allergiques et les 33%, le 1/3 de notre série, qui ont un asthme sévère non allergique, non éosinophilique. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer à ces patients-là? Alors là, toujours, on a ce registre ISAR qui regroupe tous les asthmes sévères du monde entier. Donc, en 2021, ils étaient presque 35 000. Et donc, ils ont suivi le devenir de ces patients. Donc, on a 8 patients sur 10. Ça, on a une réussite, ça s'améliore. Un patient sur 10, il arrête. Et un patient sur 10, il switch. Alors, pourquoi il y a ce switch ou bien les arrêts? Parce qu'il y a un échec thérapeutique, une inefficacité clinique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a ce tableau, on a ce diaphragme ce diagramme qui explique l'éligibilité. Donc, pour chaque phénotype, on propose, il y a 2, 3, il y a même un phénotype là où on peut donner 5 biothérapies. Donc, pour chaque phénotype, il y a plusieurs possibilités de biothérapie. Alors, ce qu'on remarque, on a les entités CLP dans la presque majorité des cas, ils peuvent être indiqués. Donc, c'est quoi cette entité CLP? Ça permet de viser la lymphopoïétine stromale. C'est une alarmine qui va être sécrétée par les cellules épithéliales à chaque fois qu'il y aura une agression par un allergène, des polluants, fumée, virus ou bien des bactéries. On va avoir cette alarmine qui va être sécrétée et c'est elle qui va être à l'origine des différentes réactions. Elle peut être responsable d'une inflammation allergique, de bouchons muqueux ou d'inflammation éosinophilique, d'une hyperréactivité des voies respiratoires ou bien une inflammation neutrophile. Alors l'intérêt de le tezepelumab, c'est qu'il va inhiber la TSLP, il va inhiber la cascade inflammatoire au sommet, ce qui va permettre d'améliorer ces patients, donc aussi bien les symptômes chez les patients atypiques que la fonction atopique, la fonction pulmonaire. Donc on va la voir plus en détail. Et pour évaluer le mécanisme et l'efficacité, la sécurité de cette nouvelle biothérapie, on a ce qu'on appelle le programme Pathfinder. Ce n'est pas seulement une seule étude, mais c'est un ensemble des essais cliniques. Et dans la plus importante, c'est Navigator. C'est l'étude la plus importante, c'est l'étude Pivot. C'est celle qui a servi de base à l'approbation du médicament. Alors, là, on voit que concernant l'action de tezepelumab sur les marqueurs inflammatoires, que ce soit sur les éosinophiles, le phéno, les IgE, donc on voit qu'il y a une diminution. Il est le seul produit biologique qui est capable de réduire les biomarqueurs cliniques. Et aussi, il est capable de diminuer les cytokines
les IL-5 et l'IL-13. Alors, toutes les études qui ont été faites sur les biothérapies, ils ont été faites en comparaison avec placebo. Il n'y a pas d'étude qui a été faite en comparaison entre différentes biothérapies. Donc là, c'est toujours en comparaison avec placebo. Alors, pour quel phénotype on peut indiquer tezepelumab? Donc, cette étude Navigator et Pathway, elle montre que quel que soit le niveau des éosinophiles, quel que soit le niveau du phéno d'inflammation bronchique, quel que soit le statut allergique, on voit qu'on a une diminution des exacerbations. Donc, il permet de réduire les exacerbations, quel que soit le phénotype et le niveau des biomarqueurs. Alors, sur le contrôle de l'asthme et la qualité de vie, là aussi, on voit qu'il a permis, par rapport au placebo, d'avoir un meilleur contrôle de l'asthme, de diminuer les symptômes de l'asthme et même une meilleure qualité de vie. Donc, on a une amélioration qui est précoce et durable dans le contrôle de l'asthme et les symptômes et les mesures de la qualité de vie. Quel effet sur les exacerbations? Alors, quelle que soit la saison, on sait qu'en hiver, en automne, on a une exacerbation d'asthme viro-induit. Donc, quelle que soit la saison, on a une amélioration, on a une réduction des exacerbations indépendamment des facteurs déclenchants saisonniers. Et qu'en est-il? Parfois, on a des patients qui ont d'autres comorbidités et ça permet aussi d'agir sur les comorbidités qu'on a en plus des polyposes nasaux ou bien le syndrome de Vital ou une rhinite ou sinusite chronique. Ça a montré une réduction des exacerbations chez ces patients-là. De même, chez les asthmes sévères avec phénotypes qui ont des bouchons muqueux, on voit que par rapport au placebo, il a entraîné une amélioration, il a réduit les bouchons muqueux chez ces patients. Et quel effet il a sur la fonction pulmonaire? Alors, on a une amélioration du VMS par rapport à la valeur initiale chez les patients qui ont une obstruction persistance des voies respiratoires et donc il améliore la fonction chez les patients qui ont une obstruction qui est fixe. Dernière question qui a été soulevée, c'est est-ce qu'il permet une épargne cortisonique? Est-ce qu'on peut réduire les corticothérapies orales chez ces patients-là? Et là aussi, cette étude avait montré que chez 90% des patients, on a pu atteindre une dose de corticothérapie orale moins de 5 mg et chez la moitié des patients, on a pu arrêter le traitement sous tezepelumab. Est-ce qu'il a des effets secondaires? Là aussi, on a les 5 études qui ont été faites et continuées par l'étude Destination qui a évalué la présence des effets secondaires à long terme. Donc, il est bien toléré, pas d'effets secondaires, il a des effets indésirables, mais graves à celle des placebos. Donc, on n'a pas aucune augmentation des anticorps antimédicaments, aucune augmentation des éosinophiles et aucune augmentation au risque infectieux. Donc, il est bien toléré, sans différence en termes d'effets secondaires par rapport au placebo. Donc, cette nouvelle molécule, elle a une action sur les mécanismes en amont de l'inflammation et ça permet, elle est utilisée sans limite de phénotypage. Et donc, pour conclure ma présentation, pour traiter ces patients, il faut toujours confirmer l'asthme sévère. Il faut confirmer les patients, il faut discuter pour l'éligibilité des patients, avoir des stratégies d'utilisation rationnelle. Surtout, il faut discuter au sein des réunions de concertation d'asthme et surtout, il faut créer et renforcer les centres de référence de l'asthme sévère existants. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Mouna Swalhi, de l'hôpital Moulay Youssef. C'est très intéressant, bien sûr, de savoir les nouvelles données pharmacologiques, médicamenteuses. Ce nouveau médicament qui arrive parmi nous, est-ce qu'il est déjà introduit au Maroc? Nous avons la prémisse d'avoir une idée du prix qui est exorbitant pour le moment. Il est 11 000 dirhams à peu près par mois.
Et c'est un médicament, une fois prescrit, c'est à vie. C'est quelques éléments qu'on a en option. Maintenant, on va laisser la parole à l'assistance si vous avez des éclaircissements à vous demander. Oui. Alors, juste une réponse. Apparemment, il est lancé le 1er avril. Il a été lancé sur le marché marocain le 1er avril. Donc, il est disponible. Autre chose, vous avez dit qu'il est à vie. On n'a pas de recommandation claire pour la durée de traitement de biothérapie. Non, c'est-à-dire, je voulais dire, c'est un traitement de l'asthme. La maladie asthmatique, elle est à vie. Non, avec la biothérapie, on va contrôler les patients et à un certain moment, on va arrêter la biothérapie et le patient il va rester sous association corticothérapie inhalée faiblement dosée avec un LABA. Je l'espère bien. On en parlera dans quelques années. Inch'Allah. Merci Madame Soalhi pour celui-là. Oui. Excellente présentation. J'ai une question et une contribution. La première question, est-ce que ce nouveau produit a l'AMM dans l'urticaire chronique? Parce que vous n'avez pas parlé d'urticaire chronique comme dans les anti-IgE. Deuxième chose, c'est que je pense qu'il faudra qu'on commence à envoyer les patients chez vous, les asthmatiques sévères. Marhaba. Parce que franchement, on galère. On galère pour le remboursement du produit. Donc presque tous nos dossiers sont refusés. Et donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Peut-être parce que le CHU, avec un cachet avec la discussion multidisciplinaire, ça passera peut-être mieux. Puis nous, franchement, on a du mal. Hein. Donc les patients, ils galèrent un peu. Et peut-être avec ce nouveau produit aussi, il y aura peut-être des changements. Comme dans la fibrose pulmonaire, on a plus de fluidité dans le traitement antifibrotique maintenant, donc avec la RCP. Donc voilà. Alors, on a l'expérience avec l'autre biothérapie. Généralement, quand on demande la prise en charge, donc ça se fait sans problème. Donc, on n'a pas de problème pour les patients pour acheter leurs médicaments. Alors pour l'urticaire chronique, il n'a pas l'AMM. Donc l'AMM ici au Maroc, c'est pour l'asthme sévère. Et même dans les autres, dans l'AMM européen, c'est l'asthme sévère. Parce que l'urticaire chronique, on peut le traiter. Il y a d'autres recommandations pour l'urticaire chronique. Il y a les 4 antihistaminiques et puis il y a l'anti-omalizumab. Sinon, ça ne marche pas. Il y a c'est pas les cyclines, il y a l'immunosuppresseur. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il aura une indication future mais actuellement dans l'AMM, pas d'AMM dans l'urticaire chronique spontané. Et vos malades sont les bienvenus. On complète, ce qu'on fait, on complète le bilan et tout ça, et on fait les injections, et les patients, ils retournent voir leur médecin traitant. Je vous remercie, mon maître professeur Soalhi, pour votre exposé très riche et clair. Ma question, comme on est dans un congrès de sommeil, bien sûr, vous avez cité comme comorbidité fréquente, 14%, la présence du syndrome de l'apnée de sommeil chez cette catégorie de patients. Est-ce qu'il faut systématiquement le chercher, apparier ces patients avant de penser à la biothérapie comme le telcizumab? Merci. Effectivement, chez ces patients, on faisait systématiquement un bilan, on faisait systématiquement un scanner thoracique pour éliminer autres diagnostics. On faisait la polygraphie chez ces patients-là pour dépister le syndrome d'apnée de sommeil, d'autant plus que c'est des patients qui sont, comme vous avez vu la comorbidité, ils sont obèses, dans 75%, c'est des patients qui avaient un IMC élevé, et puis avec la rhinite qui obstruait. Donc, il y avait des patients qui avaient un tableau évocateur du SAUS et d'autres non, mais on a fait la polygraphie chez certains patients, polysomnographie chez ces patients-là, mais on l'a fait systématiquement chez ces patients-là. D'autres questions derrière là? Là. Merci, professeur Soalhi, pour cette excellente présentation. J'ai 2 petites questions. Il y a des études qui montrent que c'est efficace aussi dans la BPCO.
Donc, est-ce que ça serait possible de les donner chez nos malades BPCO? Et le prix au Maroc, c'est combien actuellement? Il y avait une plaque d'une étude sur l'action chez les BPCO, ça permet de réduire les exacerbations des BPCO, mais comme le thème c'était l'asthme sévère, donc je l'ai enlevé, mais il a une action chez les BPCO, et je crois ici au Maroc c'est 11 000 dirhams, donc, mais mais si vous comptez avec, si vous voulez comparer avec l'anti-IgE, par exemple, on a une patiente qui prend 3 injections d'anti-IgE toutes les 15 jours. Donc ça, le coût, il revient plus cher que le Tezespire. Comment on doit faire pour avoir la prise en charge? Non, mais pour la prise en charge, ils vont suivre le même circuit. Donc, vous écrivez le compte rendu, c'est rejeté par l'organisme CNSS CNOPS, et par la suite, on fait le courrier avec le refus à l'ANAM, et donc ils donnent l'accord pour le traitement. Le médicament, il est donné à l'hôpital. L'ANAM. Il n'est pas en pharmacie. Alors, même pour les militaires, il n'y a pas de ce problème. Il y a ce problème, il persiste pour les militaires, pour les assurances, mais pour CNSS et CNOPS, c'est fluide, voilà. Est-ce que c'est le malade qui amène son médicament ou c'est l'hôpital qui reçoit les... Non, au départ, on avait acheté un petit lot pour les patients indigents. Donc, on avait acheté pour les patients Ramédis, mais par la suite, les autres, ils ramènent leurs médicaments tous les 3 mois. Pas tous les 3 mois. Donc, ils prennent les médicaments de 3 mois, ils les mettent au réfrigérateur et chaque mois, ils ramènent leurs médicaments injectés à l'hôpital. Merci. Merci, professeur Swalhi, merci à l'assistance. Les organisateurs me font dire qu'on va reprendre à 17h tapante, s'il vous plaît, après la pause café, parce que la plénière suivante risque d'être par Zoom. Donc nous sommes tenus par le temps. Merci beaucoup. Merci à vous.
كان في 13 ما خصهم لي. ما كاينش ما احمد قالت له بغيت نشوف هذاك ديرو دو ماري بابا هذا راه طايب سينو نبدل له ديك شوف ماما كاينه ماما صافي
Yek, c'est ça? D'accord. Tu l'attends là. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Oui. Tu veux prendre